Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette matinale Femmes et Numérique organisée par l'AMELE, réseau associatif qui depuis 20 ans accompagne les entreprises et les organisations dans leur transformation digitale dans toute l'Occitanie. Alors ce matin, nous sommes ensemble pour parler d'un sujet qui nous tient à cœur à l'AMELE, c'est la place des femmes et la mixité dans le domaine du numérique. Cet événement est porté par la commission Femmes et Numérique de l'AMELE, avec le soutien de nos partenaires, le village Baïséa Languedoc et la région Occitanie, que nous remercions. Et j'ai le plaisir de laisser la parole à Patrick Brusselet, maire du village Baïséa Languedoc. Bonjour Amandine, bonjour à tous. Bienvenue pour cette matinale ici au village Baïséa. C'est un plaisir d'accueillir notre partenaire l'AMELE pour une thématique qui nous tient à cœur en particulier. Je vous expliquerai en deux mots pourquoi. Alors le village Baïséa, c'est un accélérateur de start-up créé par le Crédit Agricole du Languedoc. Ici, nous accueillons et nous hébergeons, accompagnons une quinzaine de startups avec le support d'une trentaine d'entreprises partenaires. Ici, nous offrons aux startups de la région du mentoring et des mises en relation business pour les aider justement dans leur phase d'accélération d'affaires. On a le même constat ici que ce que vous pouvez voir ailleurs dans l'écosystème. Encore trop peu de dirigeantes de start-up qui s'adressent à nous. Donc, on est évidemment très intéressé pour ce matin à écouter des pistes concrètes pour évidemment aller chercher davantage de potentiel en région sur de l'entrepreneuriat féminin. La vocation du Crédit Agricole en créant le village Baïséa, c'est de développer l'innovation, le numérique en région et de développer l'emploi, évidemment, conséquence derrière. Donc, bien entendu, aller chercher des entrepreneurs féminins, des entrepreneuses, c'est fondamental. D'ailleurs, j'en profite pour lancer un appel. On va bientôt faire un nouvel appel à candidature pour des startups. Donc, start-upeuses avec une preuve de marché, preuve de concept. N'hésitez pas, contactez-nous. On en discutera, même si ça peut vous paraître un petit peu encore prématuré, etc. N'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse regarder en quoi on pourra vous être utile et donc qu'on apporte notre pierre à l'édifice et qu'on puisse enfin rétablir un petit peu plus la logique des choses et surtout qu'on ne perde pas du potentiel parce qu'on est convaincu, comme toi Amandine, comme l'AMELE, comme tout le monde ici, qu'aujourd'hui on passe à côté une bonne partie du potentiel de la région. Voilà. Donc encore une fois, très heureux de vous accueillir ici. Je vais laisser la parole à tes invités. On va suivre avec grand intérêt cette discussion. Merci l'AMELE d'organiser cet événement. Bonne matinale à tous et on suit ça avec attention. Merci. Merci beaucoup pour ton engagement. Merci. Alors ce matin, pour parler de l'intérêt de la mixité dans le domaine du numérique, nous accueillons trois invités engagées et passionnantes. Donc, j'appelle Chantal Néry, consultante stratégie et croissance et auteure du livre « Et si le prochain Google était français ?» que je vous invite fortement à lire. Karine Karaliev, responsable du programme de formation Google Atelier numérique en Occitanie et plus particulièrement de l'atelier de Montpellier. Et enfin, Anne-Sophie Calais, consultante innovation et développement, qui vient d'implanter l'incubateur Les Premières dédié aux femmes et aux équipes mixtes à Montpellier. Alors tout d'abord, pourquoi cette thématique ? Ou plutôt, comment la mixité dans le domaine du numérique peut-elle avoir un effet sur la compétitivité des territoires ? Eh bien, c'est une réalité économique. Si le domaine du numérique est en forte croissance aujourd'hui et englobera d'ailleurs près de 80% des métiers d'ici à 2035, aujourd'hui, les femmes y sont largement sous-représentées. Donc, en effet, on compte moins de 30% de femmes dans les métiers du numérique en France, un chiffre qui s'abaisse même à 15% lorsque l'on parle simplement des fonctions techniques. Donc, le secteur du digital se trouve pourtant aujourd'hui dans une situation d'hypercroissance, encore renforcée par la situation sanitaire que nous avons vécue cette dernière année, et en même temps un contexte de pénurie des talents. Donc, on constate que les femmes, qui pourtant représentent 50% de la population, ne se tournent pas aujourd'hui, ou se tournent peu vers les métiers du numérique, se privant ainsi de métiers innovants et très rémunérateurs. C'est une perte évidemment réelle pour les écosystèmes du numérique, quand on sait que la mixité femmes-hommes représente une réelle opportunité et est corrélée à une meilleure organisation et surtout rentabilité des entreprises. Donc on a un déficit de mixité qui prive les territoires de 50% de leurs talents et de leurs compétences et surtout de la capacité des femmes à innover et à créer des emplois en région.
devient donc urgent d'encourager les femmes à se former au métier du numérique et à s'approprier les compétences liées au digital et à l'innovation. Il en va d'un réel enjeu de compétitivité des territoires, bien évidemment. Et un enjeu d'autant plus fort en région Occitanie, où les femmes sont plus touchées par le chômage par rapport à la moyenne nationale. C'est ce que nous verrons avec nos invités. Donc aujourd'hui, pourquoi c'est important qu'il y ait des femmes dans le numérique, ça semble important de le rappeler. Quels sont les manques aujourd'hui, Chantal, d'où viennent-ils? Alors, donc, déjà, nous allons rappeler que les métiers du numérique ne sont pas plus des métiers d'hommes que de femmes. Ces métiers requièrent des compétences intellectuelles qui sont aléatoirement réparties entre les différents cerveaux humains, que ce cerveau soit porté par une femme ou par un homme. Alors, les 15% que vous avez cités, Amandine, ces 15%, on peut les comparer à la situation dans d'autres pays. Par exemple, en Malaisie, c'est 60% de femmes, ou même à l'histoire du secteur. Pour la petite histoire, si on parle de software, c'est bien que ce métier, au départ, était alloué explicitement aux femmes, en contraste du hardware, qui était le métier des hommes qui travaillaient sur le matériel. Donc, vous voyez, ces 15%, ce n'est pas une fatalité, c'est juste un biais cognitif et l'histoire qui ont fait que nous en sommes là, mais rien n'empêche aujourd'hui d'aller chercher toutes ces compétences qui manquent aux entreprises. Alors, les bénéfices pour les entreprises, elles sont de l'ordre de 4. Alors, je ne vais pas vous citer de chiffres parce qu'il y en aura beaucoup ce matin. Notre modératrice va vous faire passer les liens au fur et à mesure de mon texte, donc ça facilitera la compréhension. Donc, 4 bénéfices qui ressortent de ces études. Pour indication, c'est des études très sérieuses qui ont été faites soit par des cabinets de conseil internationaux, Boston Consulting Group, McKinsey, Gartner, ou par des équipes de recherche en entrepreneuriat, en économie, en sciences sociales. Donc, c'est des études très sérieuses et toutes confirment les mêmes points. Alors, les bénéfices, ils sont de l'ordre de 4 bénéfices. Le premier, c'est la performance des entreprises. Eh bien, des entreprises, au-delà de 30% de femmes dans les postes de direction, c'est des entreprises qui sont plus performantes, qui ramènent beaucoup plus de chiffre d'affaires et beaucoup plus de profitabilité, de rentabilité en français, excusez-moi. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui est en jeu? Qu'est-ce qui se joue? Eh bien, ce qui se joue simplement, c'est que lorsque vous mettez de la diversité autour de la table, alors aujourd'hui, on parle des femmes parce que nous sommes 50% de la population, donc il faut que l'on ait notre place à la table. Mais cette diversité, elle inclut l'origine sociale, l'origine géographique, l'orientation sexuelle, l'âge de la personne, les capacités physiques ou intellectuelles. Tout ça vont faire que tous ces gens autour de la table vont apporter autour d'un projet des idées variées, des informations variées dès le départ, des idées variées. Tous ces échanges vont faire que vont sortir plus de solutions, mais des solutions beaucoup plus solides sur le long terme. Et derrière, pour la mise en place, eh bien, nous avons des équipes, de par leur diversité, qui vont être à même d'être plus responsives sur les situations qui vont se présenter. Donc, la diversité dans une entreprise, c'est de la créativité, et la créativité, c'est de l'innovation. Derrière, c'est de l'agilité et c'est de la résilience. Donc ça, performance des entreprises, c'est le premier avantage. Le deuxième, c'est l'assurance tout risque. Eh bien oui, on se rend compte que lorsqu'il y a des femmes dans les comités de direction et qu'on s'approche de la parité, eh bien, on a de meilleurs résultats sur le long terme, une meilleure pérennité de l'entreprise. Et d'ailleurs, pour $1 qui est investi dans une entreprise, on se rend compte qu'une entreprise gérée par des femmes va ramener 78 centimes de retour sur investissement sur ce $1 investi initialement, contre 31 centimes pour des entreprises gérées par des hommes. Alors on se demande, mais pourquoi, encore aujourd'hui, 95% des financements vont aux entreprises masculines et non pas féminines? Voilà, ça c'est une question. Troisième avantage de ces entreprises, pour les entreprises, c'est qu'aujourd'hui on a des goulots de recrutement sur ces métiers-là. Donc c'est vrai dans le numérique,
c'est vrai dans l'industrie. Donc, ces compétences qui sont disponibles, ces talents qui sont disponibles, il faut aller les chercher et il faut les faire rentrer dans l'entreprise. Quatrième point, eh bien, on se rend compte aussi que lorsqu'il y a qu'on s'approche de la parité, ça crée des conditions de travail qui sont favorables aux hommes comme aux femmes dans les entreprises. Meilleure satisfaction du travail, meilleure confiance dans l'entreprise, meilleur climat social, et ça attire plus facilement les talents de l'extérieur et ça les fidélise. Donc tout est positif pour une entreprise pour aller chercher ces femmes. Merci Chantal pour l'énergie. Je suis dans les... Karine, vous voulez poursuivre? Oui, mais je vais revenir un petit peu aux femmes dans le secteur du numérique. Évidemment, on a beaucoup évoqué les chiffres, on les voit circuler, mais on va quand même les rappeler. Quand on sait que moins de 30% des effectifs dans le numérique sont des effectifs féminins, déjà on s'interroge. Après, on se dit en plus qu'il n'y a que seulement 16% des femmes qui sont dans des fonctions techniques. Donc on s'interroge encore plus, surtout quand on sait à quel point le numérique est porteur d'innovation. On se demande quel monde demain on va créer sans les femmes. Et ensuite, quand on sait qu'aussi dans le secteur des startups, seulement 8% des femmes sont des fondatrices de startups innovantes, là, vraiment, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Et c'est pas simplement pour se dire, mais pourquoi, où sont les femmes? Peut-être qu'elles sont pas intéressées par ce secteur, je ne crois pas du tout. Surtout qu'on sait qu'en plus, c'est un secteur qui est générateur de croissance et que le fait que les femmes ne soient pas présentes, Chantal l'a bien évoqué, ça a un fort impact économique. La Commission européenne, notamment, a procédé à diverses études et montré que s'il y avait parité, on générerait probablement des milliards d'euros de bénéfices, autour de 9. En France également, McKinsey a fait une étude et avait en 2015 identifié que s'il y avait parité dans le domaine, il y aurait 10% de PIB en France supplémentaire. Donc les gens se disent quand même, c'est pas, on est quand même dans un pays où on a besoin de croissance, on a besoin de profit. Que se passe-t-il? Des chiffres très significatifs en effet. Et donc là, au-delà des chiffres qui sont importants, personnellement, ce qui m'inquiète le plus, c'est la forme de régression sociétale que portent ces inégalités, parce que se dire qu'il y a moins de femmes dans un secteur qui est générateur de croissance, générateur d'emplois, c'est quand même un secteur qui recrute 2,5 fois plus que d'autres secteurs, qui propose des carrières inspirantes, prestigieuses, valorisantes, valorisées. Je me dis pourquoi la moitié de la population n'aurait pas accès à ces statuts plus stables. Donc ces constats faits, on sait qu'il y a des actions, on sait aussi que la crise actuellement a fait ressortir à quel point le numérique innervait la société. Donc on se dit, il faut continuer à agir, parce qu'il y a des actions, personne n'est là, c'est quand même des années qu'on le dit, mais il faut probablement agir plus vite et plus fort. Moi, je rajouterais sur cet aspect des manques que le numérique, c'est vraiment devenu, comme dit Karine, ça irrigue vraiment toutes les activités des entreprises maintenant, et que c'est un levier très fort pour innover. Et le numérique ouvre la porte à l'innovation pour les femmes, dans le sens où on est beaucoup dans la nouvelle transformation digitale. Et cette transformation digitale, vous savez, c'est ce processus qui permet aux entreprises de s'approprier toutes les technologies à tous les niveaux de leurs activités. En fait, elle est facilitatrice, elle crée des opportunités, de nouveaux marchés, de nouveaux produits, de nouveaux services. Et si les femmes ne sont pas suffisamment dans le numérique, on ne les retrouve pas dans cette capacité d'innovation dont la compétitivité française a complètement besoin. On va se priver de 50% du vivier de capacité d'innovation si les femmes ne sont pas assez dans le numérique. Or, elles ont des idées, elles se mettent des freins parce qu'elles savent que passer par un développement numérique, ça va avoir un coût. Donc là, il y a une situation qui... Voilà, si on arrivait à inverser la tendance, et il faut qu'on inverse la tendance, on va avoir un vrai potentiel de développement économique en France si on remet les femmes beaucoup plus intégrées dans ce numérique. D'autre part, il y a aussi un enjeu pour les territoires, sur les territoires semi-urbains et ruraux, qui pour l'instant étaient encore à la traîne par rapport à la transformation, par rapport aux nouvelles connexions numériques. Et là, on a le très haut débit, la fibre qui ont créé la possibilité de se former à distance.
Et ça change tout parce que ça veut dire qu'il y a des femmes qui sont dans ces territoires ruraux, qui ont des projets de création d'activités et qui peuvent maintenant se former plus facilement grâce au e-learning, grâce à la formation à distance. Et fait nouveau, jusqu'à maintenant, les incubateurs et les pépinières, ils étaient beaucoup en zone urbaine. Et là, on va pouvoir développer l'accompagnement à la création d'entreprises en zone rurale. Et là, il faut mettre des moyens pour que justement ces femmes puissent accéder. On sait qu'il y a, par exemple, dans l'initiative La Start-up est dans le pré, qui a eu le courage et l'intérêt de démarrer avant que le très haut débit soit mis en place. C'est une initiative qui permet d'organiser des challenges et des week-ends pour que les femmes en zone rurale puissent être accompagnées justement et faire émerger des projets. Et je dis les femmes, c'est les hommes et les femmes qui sont accueillis dans la start-up et dans le pré, mais il y a 80% de femmes. Et donc, ces territoires semi-urbains et ruraux, c'est aussi des viviers d'innovation et qui auraient tout à gagner à mettre des moyens là-dessus. Et en effet, d'autant plus qu'on est dans un écosystème qui est très vivant, très dynamique en Occitanie. On a notamment à Montpellier le 2e incubateur mondial. C'est pas rien. Donc il y a quand même des solutions qui sont mises en place par les acteurs de cet écosystème. Quelles sont-elles ? Je crois que c'est à mon tour. Donc, de façon plus globale, au-delà même de l'Occitanie, je suis représentante du programme Google Atelier Numérique, qui est un programme de formation et d'appropriation du numérique à destination des entreprises et des particuliers, qui a été développé dès 2012 par Google et ses partenaires, notamment historiques, les CCI, les universités françaises, avec ce constat qu'il était indispensable d'accompagner entreprises et particuliers avec la montée du numérique. Donc ce programme se matérialise sous forme de sessions de formation en présentiel dans l'atelier à Montpellier notamment, mais aussi dans d'autres villes de France, en ligne sur notre chaîne YouTube notamment, mais également des rendez-vous personnalisés d'accompagnement des personnes qui sont intéressées à s'emparer du numérique pour développer leurs projets. Donc, depuis le lancement, on a déjà accompagné plus de 550 000 Français. Donc ça, on est déjà très contents. Et en Occitanie, la région qui m'apporte plus, on a déjà depuis 2014, parce que le programme a démarré en 2014 en Occitanie, accompagné plus de 49 000 personnes. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque semaine, nous avons plus de 50% d'apprenants qui sont des femmes. Donc, on voit déjà, qu'on arrive à parler à la population féminine, qu'il y a un intérêt pour le numérique et qu'en plus, elles assistent à nos formations. Donc, c'est vrai qu'on a également, nous, mis en place des dispositifs de formation qui s'adressent spécifiquement à la population féminine. Parce qu'on a bien évidemment, fort du constat et des chiffres qu'on a évoqués, souhaité mettre l'accent sur des formations qui parleraient probablement plus à des femmes, des formations et des dispositifs qui se déroulent dans le monde et en particulier au travers de notre programme Google Atelier Numérique sous des formes variées. On a notamment le programme Tools pour elles où là c'est vraiment des outils pour booster les projets grâce au numérique, donc plutôt un accompagnement on va dire technique, un programme tel que Women Will ou I Am Remarkable qui est des programmes d'accompagnement, de développement personnel parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des freins intrinsèque chez les femmes qui fait qu'elles ont du mal à valoriser leur succès personnel, professionnel. Donc on travaille également sur cet accompagnement plus de développement personnel, de savoir-être. Et puis pour la catégorie YouTube, un programme Elles font YouTube, un programme vraiment dédié aux créatrices vidéo sous forme de coaching, sous forme d'aide à la prise de parole, sous forme d'aide à la réalisation, donc d'outils techniques. Donc voilà, ça c'est vraiment des dispositifs que l'on propose directement aux femmes. Et par ailleurs, nous, comme je disais, on a un intérêt important à valoriser les compétences techniques, à former aux compétences techniques, mais également à accompagner sur les compétences plus de savoir-être. Donc on a vraiment des programmes qui jouent sur ces deux aspects, savoir-faire et savoir-être. Ensuite, on a aussi des actions de sensibilisation au travers de journées thématiques que l'on porte avec donc, le programme Google Atelier Numérique, mais également Womenat, qui est l'association des femmes de Google, qui travaille à l'égalité entre femmes et hommes, plusieurs milliers de femmes dans le monde. Google.org, qui est
notre entité qui, depuis 2005, accompagne les associations à but non lucratif. Et nous organisons régulièrement des journées thématiques à destination des femmes. En décembre dernier, plutôt à destination des jeunes filles. Le 8 mars dernier, autour de l'émancipation économique et professionnelle des femmes. Et à cette occasion, on a donc lancé lundi dernier un appel à projet international, le Google Impact Challenge, qui cette année porte sur l'émancipation professionnelle et économique des femmes. Donc j'en profite d'avoir cette tribune pour vous parler de cet appel à projet parce que ça peut intéresser des associations et des entreprises de l'économie sociale et solidaire. L'idée, c'est que vous avez un mois jusqu'au 9 avril pour soumettre votre candidature sur notre site et de la même façon Coralie, normalement, va noter le lien, mais c'est g.co/Women and Girls Challenge. Et donc l'idée, c'est que si vous avez des projets qui œuvrent à l'égalité homme-femme, qui œuvrent à l'émancipation économique et professionnelle des femmes, n'hésitez pas à candidater. Vous avez tout sur le site internet. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un jury d'experts internationaux de tous horizons qui va évaluer les projets, d'un prix Nobel jusqu'à une artiste telle que Shakira. Voilà, vous allez avoir une vision très très globale sur les projets qui seront donc soumis à ce panel d'experts à partir du 9 avril pour une décision en septembre et ensuite un accompagnement des projets en fin d'année. Donc, qu'est-ce qu'il y a vous candidatez, mais vous candidatez pourquoi? Pas simplement pour candidater au Google Impact Challenge. Un soutien financier assez important sera proposé, puisqu'au total, pour cet appel à projet à portée internationale, il y a 25 millions de dollars qui seront alloués au projet. Et chaque lauréat, chaque entité lauréate se verra accompagnée sous forme d'une enveloppe allant de 300 000 dollars à 2 millions de dollars. Et également sous forme de mentorat et d'accompagnement de la part de Google. Donc, je ne saurais que vous inciter à candidater. Et surtout, si vous avez aussi des questions par rapport à la candidature, nous avons des équipes à Montpellier, nos coachs formateurs. Vous pouvez les contacter, là encore, le site c'est g.co/atelier Montpellier. Prendre un rendez-vous personnalisé avec un de nos coachs qui pourra vous aider à présenter votre candidature. Ou en tout cas à aussi vous donner des clés pour intégrer du numérique à votre projet et vous guider aussi vers des sessions de formation sur notre chaîne YouTube. En effet, c'est important de le souligner, quel que soit votre projet, il est important de se faire accompagner pour gagner en temps et en efficacité. Dans toute la région, vous avez des programmes d'accompagnement qui sauront vous guider et vous amener plus facilement et de manière plus efficiente vers la réussite. Sur les programmes d'accompagnement, justement, Anne-Sophie. Oui, alors moi, je vais vous parler de deux initiatives locales à l'entrepreneuriat féminin. À Montpellier, je viens de mener l'implantation des premières Occitanie, qui est un incubateur spécialement axé pour accueillir et accompagner des femmes ou des équipes mixtes, mais avec des entreprises portées par une femme. Et c'est un projet qu'on a mené depuis le mois de septembre. C'est une fédération nationale des premières. Et donc, l'implantation Occitanie s'était faite à Toulouse. Et là, on vient de faire l'implantation à Montpellier. Il y a 3 programmes, Start, Go et Boost. Et le programme Start, c'est un programme de 2 jours quand on est porteuse de projet et qu'on veut qualifier son projet et qualifier sa posture d'entrepreneur et voir si c'est un projet qui a du potentiel. Et puis ensuite, on a un accompagnement qui est de 6 mois dans cet incubateur, où là, on peut bénéficier de 60 heures de formation avec des ateliers thématiques, une vingtaine d'ateliers thématiques avec des intervenants experts. Et puis également de 12 heures de business coaching à raison de 2 heures par mois pendant 6 mois pour être accompagné individuellement dans son projet. Et en fait, cette initiative, elle a permis, donc en étant lancée à Montpellier, on s'est rendu compte que dès le mois d'octobre, alors on a eu le soutien de la mêlée, on a eu le soutien d'autres acteurs comme Codio qui ont communiqué et Digital 113 qui ont communiqué sur le lancement de cet incubateur, mais on a été très surpris. Alors, je tiens aussi beaucoup à préciser que c'est un programme qui est soutenu par la métropole de Montpellier et qui est soutenu par la région Occitanie. Et donc, on a pu bénéficier aussi de la communication de la métropole, mais en très peu de temps, on s'est retrouvé avec plus de 30 projets, alors que cet incubateur n'était pas connu à Montpellier. Preuve qu'il y a beaucoup de projets innovants portés par des femmes
qui donc ont pu candidater. Il y en aura certainement plus pour la prochaine promotion maintenant que la notoriété a augmenté. Et donc on était surpris de voir combien il y avait de femmes qui avaient des projets innovants autour de Montpellier et qui avaient besoin d'accompagnement et qui n'en trouvaient pas parce qu'il n'y a pas suffisamment d'incubateurs ou de pépinières par rapport au potentiel. Et puis derrière ça, on a donc 9 projets qui ont été sélectionnés, qui sont accompagnés. Et ces projets-là, ils contiennent tous du numérique. On est à chaque fois sur des projets ou d'applications, ou de plateformes, ou de vente en ligne, ou des services numérisés. Donc, ce ne sont que des projets qui ont besoin, à un moment donné, de développement. Et là, on se retrouve avec nos 9 porteuses de projets, dont aucune, en fait, n'a de formation au numérique, n'a de formation au développement. Et au moment de créer son prototype, eh bien, à chaque fois, elles sont obligées d'avoir recours ou à des prestataires, ou à des étudiants. Mais en tout cas, c'est difficile pour elles de qualifier le niveau de développement que leur idée va requérir, combien ça peut coûter, et puis après, ça va être difficile de qualifier si le développement il était bien fait ou pas. Donc on se rend compte que ce besoin que les femmes soient dans le numérique, il est à tous les niveaux, et même au niveau de l'innovation. Déjà, quand on est dans un incubateur, on va être orienté, on va vous flécher, vous indiquer vers qui vous tournez. Mais auparavant, avant de rentrer dans un incubateur, il y a beaucoup de potentiel auprès de femmes qui ont des idées innovantes et qui se disent oui, mais je ne suis pas capable de développer, je ne sais pas comment je vais développer. Donc, elles restent avec leur idée. Donc, ça, c'est un premier point. Et je dirais que l'intérêt pour le territoire, c'est qu'il y a évidemment de la création d'emplois induite par ces projets. Puisque là, en ce moment, à Montpellier, elles sont incubées, donc on n'a pas encore créé les emplois. En revanche, il y a plusieurs promotions qui ont eu lieu à Toulouse, qui en est déjà à la 10e promotion. Et on a par exemple le Mouton Givré, qui est porté par Cynthia Borne, qui est justement une start-up qui était en zone rurale et qui a créé des sacs isothermes à partir de matériaux durables comme la laine. Et elle, son développement, son positionnement et toute sa gamme est tellement attractive qu'elle en est à la création de 3 emplois en 2 ans et demi. Donc on voit que ces projets, ils sont potentiellement créateurs d'emplois. Et puis, sur un autre plan pour les territoires, les projets qui sont portés par des femmes, c'est souvent des projets à impact. On se retrouve avec des projets qui sont dans le social, qui sont dans la santé, qui sont dans la culture, dans les services, dans les produits durables. On est souvent sur des projets qui ont des impacts très positifs, dans le tourisme également. Donc, on est sur des projets qui, en plus, ont des impacts très positifs pour les territoires. Et puis, l'autre initiative, c'est celle qui est portée par la French Tech et BPI, qui a été de lancer l'année dernière le French Tech Tremplin, qui est un programme d'accompagnement pour les personnes qui portent des projets et qui sont dans les quartiers politiques de la ville ou en situation de handicap ou les étudiants boursiers. Et donc, c'est un programme qui a été mis en place, lancé, les sélections ont été faites l'année dernière, ont abouti au mois de décembre. Et sur ce programme qui a été porté par la French Tech à Montpellier, on s'est rendu compte qu'au départ, on avait moins de candidatures féminines que de candidatures masculines. Mais finalement, au moment de faire la sélection des projets, on s'est retrouvé à la parité. Donc, ça prouve bien. On a 2 projets qui sont portés par des femmes et il y a 2 projets qui sont d'équipes mixtes, dont un porté par une femme. Donc, sur 8 projets sélectionnés, on est à 50-50, ce qui est une bonne nouvelle. Et ça montre que c'est possible. On peut faire rentrer les femmes dans l'innovation. Et en leur donnant plus l'accès au numérique, on va faciliter l'entrée des femmes dans l'innovation. Alors maintenant, c'est des beaux programmes, c'est enthousiasmant, mais c'est des petits programmes. On est sur 9 accompagnements, 8 accompagnements. L'enjeu maintenant, c'est de passer à beaucoup plus grande échelle et d'avoir des solutions à apporter concrètes et des moyens financiers aussi à mettre sur la table pour qu'on puisse mettre les femmes dans le numérique. Effectivement, c'est quelque chose qui est nécessaire aujourd'hui d'aller encore plus loin. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place aujourd'hui? Qu'est-ce qui devrait être mis en place par les acteurs pour intégrer encore plus de femmes et construire cette société de demain 100% mixte? Alors, on peut faire beaucoup de choses. Ce n'est pas les idées qui manquent, mais il faut qu'on fasse attention au temps. Bon, vous avez bien compris que l'enjeu, c'est de créer de la valeur et de l'emploi en insérant les femmes dans le numérique et dans l'innovation. L'innovation, elle naît souvent d'un mix. Pour innover, il faut de l'échange, il faut du partage, il faut des collaborations,
il faut des appels à projets, il faut des financements. Donc, il faut agir sur toute cette chaîne d'action si on veut avoir des résultats. Quand on pense à l'écosystème à Montpellier, il y a vraiment un bel écosystème en termes de clusters, avec des clusters du numérique comme la Mêlée, comme Digital 113. Il y a des écoles d'ingénieurs, il y a des formations techniques, il y a l'Epitech, il y a également les ateliers Google, il y a Simplon, il y a tout un écosystème déjà très favorable. Et il y a aussi une particularité à Montpellier, c'est qu'il y a beaucoup de réseaux féminins. J'en discutais avec Martine Viguier, qui est une experte sur ce sujet, et elle a recensé plus de 58 réseaux féminins. On pourrait tout à fait se dire que, et puis on a aussi des très belles structures d'accompagnement. On parlait du BIC tout à l'heure, mais il y a tout un ensemble d'incubateurs et pépinières avec Realis, avec Alter Incube, via Innova, InnovUp. Il y a beaucoup de structures, Gigamed, WeSprint. On a en fait tout un vivier qui pourrait favoriser l'innovation si on crée des partages et des échanges entre les réseaux féminins, entre ces structures d'accompagnement et entre ces structures de formation autour du numérique. Il y a certainement des collaborations qu'on pourrait mettre en place pour faire émerger des projets et plus de formations et plus de projets innovants. Et puis l'autre idée aussi, c'est qu'on pourrait aussi continuer d'agir de manière plus dynamique sur l'accompagnement des femmes dans ces zones rurales, puisque là, c'est nouveau qu'on puisse apporter de l'incubation et de l'accompagnement de projets dans ces zones-là. Et il y a des financements et des actions à mettre en place pour que, justement, on puisse favoriser qu'il y ait un accompagnement. Les femmes ont encore plus besoin d'accompagnement. Elles ont des freins à l'entrepreneuriat spécifiques. Et il faut doublement renforcer l'accompagnement féminin à l'entrepreneuriat. Il y a également... on voit aussi que sur c'était criant dans la promotion qu'on a mis en place au Première Occitanie, on est sur une palette les femmes sont capables d'innover à n'importe quel âge, comme les hommes d'ailleurs. Et en fait, on voit que les freins au digital et au numérique ne sont pas les mêmes selon la génération. On n'a pas la même manière d'être sensibilisé au numérique quand on est à l'école, quand on est digital native, quand on est à l'école, au collège, au lycée, que ensuite quand on est de la génération X ou de la génération Y, ou qu'on est des millénials. On a aussi des femmes de 50 à 60 ans qui ont des très bonnes idées de création d'entreprise, mais qui vont être moins agiles sur le digital et qui ont besoin sans doute de l'apprendre rapidement, mais différemment. Donc, il faut adapter la formation au numérique aux différents âges en prenant en compte cet aspect générationnel de la formation pour qu'elle soit le plus adaptée possible et que ça aille le plus vite possible et que ça soit le moins possible un frein ensuite pour créer de l'innovation et des entreprises. Et puis enfin, il va falloir donner envie, sensibiliser plus, parce qu'on voit que dans les filières, il y a un recul de l'appropriation du numérique par les jeunes filles. Et là, il y a forcément besoin aussi d'innover pour rendre cette filière du numérique plus attractive. Donc là, il y a certainement des choses à faire pour que l'environnement soit sans doute moins exclusivement masculin dans certaines écoles, que le corps enseignant ou que les élèves ne soient pas 100% masculins, parce que ça agit comme un énorme frein au moment où les filles se décident à prendre leur orientation professionnelle. Et puis, il y a aussi des initiatives qui commencent à sortir, parce que tout le monde en France, tous les territoires se disent qu'il faut agir. Et je vous invite à regarder, il y a une initiative qui s'appelle Parallax 2050. J'ai compris que c'était la métropole de Lyon et la Drôme qui ont mis en place, donc c'est un projet interpartenarial. Et en fait, dans un container, ils ont eu l'idée de faire le pitch, c'est qu'en 2050, le système Internet a implosé, il était trop consommateur d'énergie, trop énergivore, trop important, il a implosé. Et donc, on va recréer un Internet nouveau qui sera un green tech et qui on va pouvoir, à l'intérieur de ce container, faire un escape game pour recréer un nouveau système Internet. Et en fait, par les différents ateliers de cet escape game, on va permettre aux jeunes filles de découvrir les différents métiers du numérique. Et ça, c'est une initiative que je trouve très intéressante et qui montre qu'il va falloir certainement innover pour resensibiliser
les femmes et les ramener rapidement dans la filière numérique. En effet, on la voit bien, on la note bien, cette urgence à orienter plus de jeunes filles aussi vers le numérique et vers ces métiers d'avenir qui, on le disait tout à l'heure en introduction, n'existent même pas encore et sont très innovants et à fort potentiel. Karine, un mot là-dessus peut-être? Oui, mais justement, ça me fait réagir. On était un peu effarés par les chiffres des effectifs féminins dans le secteur du numérique, mais on est encore plus inquiet quand on sait que de 2013 à 2018, oui, c'est ça, en 5 ans, le nombre des femmes, des jeunes filles dans les filières donc de la tech, d'études, a baissé de 11%. Enfin, je trouve ça quand même assez inquiétant. On se dit qu'il n'y a déjà pas assez de femmes dans le domaine, mais en plus, au niveau des formations, il y a de moins en moins de jeunes filles. Sachant qu'en plus, en parallèle, dans l'Union européenne, ce chiffre a augmenté de 14%. Ça veut bien dire qu'en plus, en France, on régresse. Donc là, on est vraiment, on n'arrête pas de se dire c'est un sujet important, c'est important, mais là, je pense qu'on est dans un niveau d'urgence. Il faut vraiment saisir cette notion que si aujourd'hui, nous n'arrivons pas à sensibiliser les jeunes filles, à leur présenter les métiers, c'est une chose, mais surtout à leur faire comprendre qu'elles ont leur place, qu'elles ont des choses à apporter, qu'elles peuvent aussi amener leur touche, enfin, qu'il y a vraiment des choses. Ces métiers sont en construction, c'est souvent des métiers assez jeunes, il y en a qui n'existent pas encore, donc elles doivent vraiment être sensibilisées. Si on n'arrive pas à passer ce cap, on sait qu'on n'aura pas d'emploi féminin demain. Donc vraiment, là, il y a un vrai sujet qui va au-delà de tous les programmes d'accompagnement qui doivent être pris par les institutions publiques. Elles le font déjà, elles en ont conscience. Mais je pense que des actions telles que des matinales, le fait de parler comme ça et de mettre sur la table ces chiffres, il faut un peu secouer le cocotier et se dire on y va, il faut vraiment sensibiliser. Et d'ailleurs, je pense aussi à des actions locales que je trouve assez intéressantes. Parce que souvent, en fait, les jeunes filles ont leurs propres freins aussi. On a un peu leur dire, mais venez, il y a de la place, il y a du travail, vous aurez un statut, vous serez autonome, vous pourrez mener votre vie. Mais elles se disent, ah, j'ai pas envie, ça me plaît pas, c'est pas très cool, c'est pour les geeks. Et en fait, l'idée qu'elles puissent accéder à des professionnels, qu'elles puissent poser des questions à des jeunes femmes, mais aussi à des hommes qui sont dans le métier, parce que les hommes peuvent être aussi très inspirants pour les femmes. L'idée, c'est de donner envie d'accéder à ces métiers. Et des associations telles que Job IRL, là, qui arrivent à Montpellier, parce qu'elle était déjà en Occitanie, ou My Job Glasses, qui sont des associations qui visent à permettre à des jeunes, qui sont parfois des jeunes femmes, mais qui n'ont pas de réseau, à accéder à des professionnels qui vont pouvoir leur parler de leur métier au quotidien. Parce que quand on dit « Ah bah oui, je vais être UX designer », je ne suis pas sûre que quelqu'un en 3e se dise ça. Parce que déjà, il ne connaît pas le métier du UX designer. Et ensuite, parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Et pourtant, si on leur dit « Mais regarde, en fait, tu vas travailler quand tu vois un site internet. Est-ce que toi, tu trouves qu'il est bien fait, il est mal fait? Comment tu ferais ?» Là, elle commence à se dire « Ah bah oui, j'ai peut-être des choses à apporter. Je vais peut-être moi aussi pouvoir intégrer ce domaine. » Et dans ces cas-là, les freins, le fait qu'il n'y a pas beaucoup de garçons dans ces filières, peut-être seront un petit peu plus annexes. Donc là, vraiment, parler aux jeunes générations et leur donner accès aux professionnels du secteur numérique, c'est hyper important. Merci. Chantal, dans vos travaux, vous parlez beaucoup d'inclusion. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette inclusion de plus de femmes et quel est l'intérêt? Oui, alors on parle beaucoup d'empowerment des femmes et effectivement, aider les femmes à oser, à prendre leur place à la table, monter le perron pour taper à la porte. C'est absolument ce qu'il faut faire parce que toutes les jeunes filles, très tôt, on l'a dit, ont intégré le fait qu'il y avait des métiers pour elles et des métiers pour les garçons, et puis des métiers sûrs pour elles et des métiers qui sont moins sûrs pour elles. Donc ça, il faut le faire. Mais en parallèle, inutile de former des jeunes femmes pour que finalement elles rencontrent une porte close à l'arrivée ou des environnements qui ne sont pas favorables à leur développement. Alors on dit beaucoup, oui, il n'y a pas assez de femmes, il n'y a pas assez de femmes dans la tech, mais c'est parce qu'en fait, elles n'aiment pas la tech, les femmes. Eh bien, je peux vous dire que c'est faux. Je suis un exemple de ça. Je suis docteur en physique des matériaux et pour autant, c'était mon rêve d'enfant et pour autant, j'ai quand même quitté le monde de la recherche et de la technique. Alors, quand on regarde de plus près, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se rend compte que déjà, une partie de ces personnes qui sont formées à la technique, à la science, à la recherche, eh bien, partent de France. Nous avons une Catherine Dulac qui vient de recevoir un prix Breakthrough sur l'instinct maternel chez les souris. Elle est neurobiologiste. Eh bien, elle a été formée en France et aujourd'hui, elle travaille à Harvard.
nous avons un autre cas qui est Emmanuelle Chevalier, peut-être que vous avez vu son cas. Elle partage le prix Nobel de chimie cette année sur la recherche génomique et les ciseaux génomiques, le CRISPR. Eh bien, c'est pareil, elle a été formée à l'Institut Pasteur et elle a travaillé dans le monde entier et aujourd'hui, elle travaille à Berlin. Qu'est-ce que nous disent ces femmes? Eh bien, elles disent que, notamment pour Catherine Dulac, qu'aux États-Unis, eh bien, le monde est beaucoup plus ouvert aux femmes. Alors, il y a du sexisme, hein, ne nous trompons pas, il y a du sexisme partout, mais il y a un pragmatisme qui fait que de rencontrer des compétences fait qu'on va les intégrer, même si elle dit rencontrer régulièrement des hommes qui vont lui couper la parole ou qui vont la prendre de haut parce que simplement elle est une femme. Mais c'est elle qui a eu le prix malgré tout. Voilà, donc il y a ça. Ensuite, on se dit, mais finalement, bon, ok, il y a quelques personnes qui partent à l'étranger, mais on ne voit pas tant de femmes que ça. Eh bien, figurez-vous que pour rejoindre ces chiffres, Karine, qui ont été chiffrés, qui ont été donnés, eh bien, il se trouve que 50% des femmes qui rejoignent le secteur technique, donc je dis bien 50%, la moitié des femmes qui rejoignent le secteur technique le quittent avant 35 ans, avant leur 35e année. Vous vous rendez compte de la quantité de compétences qui sont perdues. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue là? Eh bien, il se joue que ces femmes disent, dans les études qui ont été faites, elles disent, pour 35%, c'est la culture d'entreprise qui nous font partir. Voilà. Il faut donc travailler sur l'empowerment des femmes, oui, mais il faut travailler sur des structures inclusives. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une structure inclusive? Une structure inclusive, c'est une structure qui va mettre l'égalité et la parité en évidence. Donc, chacun aura le sentiment d'être traité de la même manière qu'on soit homme ou femme. C'est aussi une entreprise ouverte qui va donner la parole aux idées, à la différence d'idées, à la variété d'idées, dans des situations également difficiles, hein, parce qu'on entend beaucoup de situations difficiles pour les femmes. Pourquoi les femmes ne vont pas dans certains métiers? Parce que il y a aussi une certaine crainte qu'en termes de sécurité, ça ne soit pas assuré. Donc, il faut leur assurer qu'elles seront en sécurité dans ces domaines-là. Donc, on a parlé d'ouverture, on a parlé d'égalité et on a parlé aussi, il faut qu'elles se sentent intégrées. L'entreprise doit donner pas l'impression, mais leur donner un environnement où elles se sentent accueillies, faire partie, l'appartenance à cette entreprise. Donc, ça se joue sur 8 points autour de la culture d'entreprise. Hein, c'est pas juste des paroles le 8 mars sur les réseaux sociaux. Non, c'est pas ça du tout, l'inclusion. C'est tous les jours, c'est les 365 jours de l'année, de mettre en place des choses au niveau de l'entreprise, au niveau de la représentation des femmes. Par exemple, vous allez sur des sites web d'entreprises technologiques, vous voyez des femmes partout. Vous regardez leurs effectifs, elles n'y sont pas. Il y a quand même quelque chose à considérer là. Donc, beaucoup de choses à faire au niveau de la culture. Il faut que cette culture soit respectueuse, que les femmes se sentent en sécurité dans ces domaines-là. Il faut également leur donner des moyens de s'exprimer s'il y a des situations difficiles à gérer. Ensuite, bien sûr, il faut être plus engagé dans le recrutement de ces femmes, faire en sorte qu'ensuite elles aient une montée en puissance en termes de carrière, de promotion, d'égalité salariale. Il faut que le départ à la maternité et le retour soient gérés, parce que ça n'est pas un accident, ça peut se planifier très, très facilement. Et il y a un certain nombre de points également en termes de la mise en valeur de ces femmes, de leur donner de la visibilité pour créer des rôles modèles et attirer de nouveaux talents. Donc, pour tout ça, il y a des tas de choses qui ont été faites en entreprise. L'Oréal, ça fait 15 ans qu'ils travaillent dessus. Aujourd'hui, ils sont à égalité, ils sont à 45% de femmes à tous les niveaux. Il y a une très très belle charte qui a été développée dans l'industrie du numérique par un think tank qui s'appelle The Gallion Project. C'est un think tank qui a développé une charte de diversité. Donc c'est une charte en 45 points. Vous pouvez vous inscrire à cette charte ou la suivre comme vous voulez. C'est complètement volontaire, il n'y a aucune contrainte. C'est 45 points qui vous donnent une façon de mettre en place cette parité dans votre entreprise. Voilà. Merci beaucoup.
Toutes les trois, vous avez permis d'éclairer le débat et de lui offrir même une nouvelle perspective par ces données concrètes que vous nous avez apportées. Il me semble qu'aujourd'hui, le message est clair. C'est former les jeunes filles et leur donner la possibilité d'aller vers ces métiers, notamment en leur faisant découvrir. Et au niveau de la mêlée, nous sommes engagés aussi sur la découverte des métiers du numérique auprès des jeunes publics, des collégiens, des lycéens. C'est aussi accompagner les femmes lorsqu'elles ont un projet entrepreneurial. Et enfin, c'est au sein de l'entreprise, insérer de la diversité, certes, mais aller plus loin encore et créer un réel climat d'inclusion qui sera favorable à l'organisation et forcément à ses résultats, ça a été dit plus tôt. Est-ce que vous avez un dernier mot quelque chose à apporter? Oui, on n'a pas parlé de l'aspect financement, parce qu'on a parlé de mesures concrètes pour les entreprises. Pour les territoires, il y a toute une partie de messages sur les financements dont auraient besoin les femmes que je voulais qui soient passés. Il y a vraiment des besoins de financement spécifiques. Pour le moment, il faut savoir déjà qu'on est quand même sur des budgets qui sont très petits, puisque j'ai appris à l'occasion du 8 mars qu'en 2020, il y a moins de 1% du budget du développement durable qui est utile pour la parité homme-femme, pour les actions pour l'égalité homme-femme. Donc on est sur des budgets qui sont encore très très restreints. On n'a pas suffisamment du tout l'effet de levier qu'on pourrait avoir compte tenu du potentiel d'action pour le numérique et l'innovation pour les femmes. Si on regarde le financement des startups, on n'a que 5% des startups françaises qui sont fondées par une équipe 100% féminine. Donc on a vraiment un déficit de femmes créatrices d'entreprises innovantes. Et quand on regarde dans les chiffres des financements, il n'y en a plus que 2% qui, en 2019, avaient accédé à des financements pour leur entreprise. On a un vrai souci de financement pour les femmes. Les femmes s'associent beaucoup plus facilement à des hommes parce que les équipes mixtes ont moins de problèmes quand elles vont chercher des financements. Donc, il y a un gros point d'interrogation pourquoi ces modes de fonctionnement et comment on agit pour que ça change. Sur les financements aussi, les femmes qui ont des projets innovants, elles ont besoin qu'on les aide à innover par le numérique et elles ont besoin qu'on les aide à financer leurs prototypes. Et ça, c'est des budgets où, quand on regarde le budget d'une femme créatrice d'entreprise, elle est à 4 000 € en moyenne. Dès qu'on veut faire un développement, ça va coûter minimum 10 000 jusqu'à 80 000 €. Donc, il y a besoin d'avoir des financements spécifiques pour les projets développés par les femmes. Là, il y a un besoin fort. Également, donc, soutenir les levées de fonds et l'accès aux investisseurs. Là, il y a des mesures qui peuvent être prises, d'autant que ce qu'on disait, c'est que les entreprises portées par des femmes, si on écoute Banque Populaire Sud ici à Montpellier, Frédéric Planche, il est le premier à dire qu'il a un regard très positif sur les projets portés par des femmes parce qu'ils se sont aperçus qu'au-delà de 5 ans, c'était des entreprises plus rentables et plus pérennes. Donc, il y a quelque chose là qu'on peut complètement améliorer. Et puis, sur l'aspect financier aussi, il y a les femmes dans la deep tech. Il faut qu'on soutienne plus le fait que les femmes, des PhD comme Chantal, puissent créer leur entreprise. Il y a encore trop peu de femmes qui créent dans la deep tech, dans l'innovation technologique. Elles partent dans les grandes entreprises. Et c'est pareil, on prive les territoires de potentiel de création d'emplois. Donc, il y a des actions à mener là-dessus. Et puis, enfin, il y a besoin de mettre des moyens aussi pour accompagner les femmes au numérique et à la création d'entreprises. Il faut un mentorat, il faut un coaching particulier, parce qu'on constate qu'en France, et ça on l'a vu dans le programme des premières, les femmes ont du mal à passer le cap de la prise de risque. Le leadership, c'est un problème. La posture aussi d'entrepreneur, c'est un problème. Donc, il faut des moyens là-dessus. Karine, un mot? Un mot de conclusion, là, c'est ça, moi, je pense que le constat, il est clair. Hein. On est un petit peu en panne de féminisation dans le secteur. Donc, toutes les actions de sensibilisation, formation, accompagnement, formation tout au long de la vie, hein, parce qu'il y a aussi des reconversions hein, tout à fait possibles avec le numérique. Et je dirais même, c'est pas parce que vous commencez dans le secteur numérique que vous resterez dans le secteur numérique toute votre vie, parce que voilà, on sait très bien que les métiers vont encore évoluer, mais c'est vrai que ces actions de formation sont essentielles aujourd'hui.
C'est pas pour rien hein, qu'on a ce programme Google Atelier numérique hein, qui est entièrement gratuit, accessible à tous. Donc pour nous, c'est notre conviction profonde qu'il faut accompagner tout au long de la vie parce que les outils évoluent en plus. Donc il faut continuer à former et informer, sensibiliser, former, accompagner au travers d'appels à projets spécifiques comme le Google Impact Challenge et d'autres appels à projets. Et puis travailler avec le territoire parce qu'il y a des programmes, il y en a de nombreux. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que finalement, se former, parfois, ça n'est qu'un investissement temps. Parce qu'il y a beaucoup de programmes gratuits, il y a énormément de matériaux sur le web aujourd'hui qui sont accessibles à des jeunes filles, des jeunes femmes, à des hommes, à tout le monde, depuis Montpellier Centre, Paris, Uzès, Alès, enfin partout. Vous pouvez vous former aujourd'hui sans forcément avoir à payer pour des formations longues. Et ensuite, je tiens aussi à souligner certaines actions de partenaires institutionnels tels que la CCI, la CMA, qui mettent en place actuellement de nombreux diagnostics du numérique. Parce qu'une fois que vous avez votre idée, une fois que vous avez peut-être même démarré votre activité, parfois vous n'avez pas assez encore de visibilité. Et on sait que ça peut être crucial pour faire décoller votre entreprise. Et donc, il y a beaucoup d'acteurs qui s'emparent également du sujet et qui accompagnent les jeunes entrepreneurs pour les faire émerger aussi sur le web. Chantal. Alors moi, un mot de conclusion, vous l'aurez compris, moi je suis... il faut travailler sur l'empowerment des femmes, clairement, mais comme le manque de femmes n'est pas un problème de femmes, c'est un problème de société et un problème d'entreprise. C'est également aux entreprises quand je parle entreprise, c'est toute structure, c'est les entreprises, c'est les associations, c'est les institutions, travailler sur leur côté inclusif. Et comme j'aime le penser grand, moi je vous dis, voyons grand et misons 50% de femmes, misons all-in, 50% de femmes dans les entreprises demain, et travaillons dès aujourd'hui, parce qu'on l'a vu, c'est dans l'intérêt des entreprises. Donc, qu'est-ce qu'on attend encore pour faire changer les choses? Donc, messieurs et mesdames les chefs d'entreprise, messieurs et mesdames les dirigeants d'institutions, d'associations, faites votre propre travail sur votre culture d'inclusion et on compte sur vous et les compétences qui sont disponibles comptent sur vous. Merci. Il est temps de conclure ce débat. Grand merci à nos intervenantes engagées et toujours aussi passionnantes, Anne-Sophie, Karine, Chantal. Merci à vous qui nous suivez ce matin sur la chaîne YouTube de La Mêlée. Pour poursuivre les échanges avec nos intervenantes, bien sûr, n'hésitez pas à les ajouter sur ce formidable réseau social qu'est LinkedIn. En attendant, on va poursuivre les échanges le 15 avril. C'est vrai qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais aujourd'hui, nous n'avons qu'une heure. Nous poursuivons les échanges le 15 avril et je suis très heureuse de vous l'annoncer en live aujourd'hui sur notre prochain événement, La Femme Numérique, qui sera amphigital en direct de la Cité de l'économie et des métiers de demain à Montpellier. Nous parlerons de la mixité et de la place des femmes à travers deux axes, l'entrepreneuriat et l'innovation, ainsi que l'axe métiers et ressources humaines. Vous trouverez plus d'informations très bientôt sur le site lamêlée.com. Encore un grand merci et à très bientôt.